Non, c'était pas prévu, hein, mais je t'avais prévenu que tu risquais d'avoir... Vous êtes impressionnant quand même, je tiens à vous le dire. Absolument pas, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de problème. En tout cas, Lou, bah, écoute, merci de nous avoir rassemblés ce soir. Parce que je trouve que tu as un public éclectique, hétéroclite, divers et variés. Tu m'as demandé alors de te présenter, tu m'as demandé également de lire quelques extraits que nous avons choisis ensemble, malgré tout. Tu m'as demandé aussi de te poser des questions et aussi de vous permettre de poser des questions à cet auteur renommé qui nous présente aujourd'hui C'est la première gourde, vous nous excusez, il y en aura d'autres. Alors, définir le parcours de Lou. Waouh! Waouh! Je me suis dit, alors, funambule de la vie, je me suis dit, peut-être une artiste des mots aussi, parce qu'elle s'est jouée avec les mots, comme elle s'est jouée aussi avec finalement le cœur, elle s'est jouée aussi avec les montagnes. Je crois que tu as toujours été passionné des livres, parce que je me suis rendu compte en te connaissant petit à petit, en parcourant ton parcours professionnel, que tu as quand même plongé dans les arts graphiques très tôt, que tu étais brocheuse en imprimerie. Donc finalement, d'emblée, tu travaillais les bouquins avant même de les écrire. Mais tu as fait aussi 1001 métiers. Et ça, j'ai été quand même assez stupéfait de découvrir tous ces petits métiers, standardistes, enquêtrice, travailler dans un entrepôt de télévision, vendeuse en billetterie Fnac. Voilà, c'est extraordinaire. Non mais ça veut dire aussi derrière, et je pense qu'on le retrouve un petit peu dans le parcours de tes personnages, ce côté un petit peu dévoreuse de la vie et ce côté amoureuse des rencontres. Tu as su puiser. Fais gaffe, t'as ma vieille pote là qui va te recadrer si tu dis du faux. Ah mais si je dis... Mais tu as su puiser, je pense, en fait, dans ton expérience de vie, des éléments qui t'ont inspiré et qui nourrissent ton écriture. Très tôt, tu as écrit. Il y a plein de choses que je ne connais pas encore de toi, que j'aimerais pouvoir lire et découvrir. Il y a des poèmes, il y a des textes qui ne sont pas encore publiés, que tu caches dans tes tiroirs, donc j'espère qu'un jour ils sortiront de ces tiroirs. Et puis il y a, je pense aussi, une puissance créatrice voilà, qui est en train de naître et aujourd'hui se manifester de manière très vivante. Parler de ce livre, waouh! Alors quel défi, parler du livre sans trop en dire. Moi j'ai été charmé par cette lecture. Je l'ai lu 3 fois de suite. Voilà. Non mais il est fou. Hein. Oui, c'est vrai. Mais en même temps mes amis sont fous. Donc... Voilà, mais je reconnais, hein, je suis un peu un cinglé aussi. Donc, et c'est vrai que je l'ai lu 3 fois de suite en me disant, mais drôle de polar. Pourquoi? Parce que tu sors des cadres du polar habituel. Tu es à la fois dans le polar, mais avec une touche qui est très particulière. Je pense que tu as dû puiser dans ton écriture poétique, on en parlera tout à l'heure. Et tu sais saisir en fait tes personnages, tu les jettes finalement comme ça un petit peu sur la page et ça part. Que dire? Je vais vous parler de 3 personnages qui m'ont particulièrement touché. On en a échangé ensemble. On va parler de Clara, qui est l'héroïne finalement principale de ce roman. Alors qui est Clara? C'est une jeune femme qui finalement un jour pète les plombs. Qui d'entre nous n'a pas rêvé de péter les plombs, comme peut le faire Clara? Moi le premier. Qui d'entre nous n'a peut-être pas un jour pété les plombs dans sa vie? Clara, elle va aller jusqu'au bout. Et ça commence par quelque chose d'assez extraordinaire. Donc le premier extrait qui nous raconte en fait le pétage de plomb de Clara. Quelque chose d'assez étrange. Voilà. Tu nous dis, elle ne doit pas réfléchir, surtout ne pas penser. Ce type l'a bien cherché. Domino lui n'a-t-il pas écrit? Jusqu'à quand et jusqu'où vas-tu accepter? Commence par ce petit emmerdeur. Il te viole chaque matin. Apprends à dire stop. Apprends à dire non. Au début, Clara l'a trouvé un peu excessif. Mais l'idée, peu à peu, s'est infiltrée en elle, et ce matin, c'est décidé, elle va s'offrir Monsieur Notre-Dame de Paris en guise de petit déjeuner. L'enfer va véritablement s'ouvrir sous ses pieds.
Elle déshabille l'engin de son étui, le soupèse, le contemple et se cabre de nouveau. Si tu commences à réfléchir, t'es morte. Domino a dit juste. Elle se sent fléchir. Tout ça est aberrant. En arriver là pour une chanson, et qui plus est, une chanson d'amour. Elle se redresse aussitôt. La verticalité, petite sœur, tout est là. Se tenir droite. Domino a promis de la guider. Elle va y arriver. Sa voix devient écho, ne la quitte plus. Clara embarque l'objet, retraverse son appartement, le dépose sur son lit et se dirige vers la salle de bain. Prend une douche rapide, se maquille légèrement et s'habille enfin. Elle choisit une tenue confortable et chaude, bascule le contenu de son sac à main dans son petit sac à dos, vérifie que l'enveloppe légèrement froissée s'y trouve bien et croise son reflet dans le miroir. Des cheveux mi-longs, noirs, encadrent un visage hâlé, aux traits fins, à la bouche charnue. Ses yeux verts, qui habituellement transcendent chaque parcelle de lumière en un éclat brillant, reflètent aujourd'hui une détermination accrue. Dans la chambre, le printemps s'annonce en raies de lumière éclatants. L'hiver n'en finit pas de craqueler une terre encore marbrée de neige. Une combinaison parfaite pour une journée qui débute en fanfare. Elle doit faire vite. Toujours et encore ne pas réfléchir, ne pas s'arrêter, ne pas buter. Clara se dirige vers son lit, empoigne d'une main l'objet abandonné 15 minutes plus tôt. Une perceuse domestique des plus banales. L'arme d'une mèche de béton 10. Branche la prise, teste loin devant elle la charge électrique en action, un rictus vengeur au coin de la bouche et s'approche du mur. Le chinois est de l'autre côté. Elle l'entend, déclamant sa chanson débile dans un français massacré. Pourquoi brailler si fort ce que d'autres auraient pu murmurer secrètement? Elle choisit un pan de mur vierge, se concentre sur un point fixe, repéré lors de ses interminables réveils intempestifs, et appuie de toutes ses forces. Le bruit de la foreuse recouvre presque instantanément la musique et toutes les autres voix qui viennent marteler sa tête d'injonctions moralisatrices. La cloison cède sans difficulté, le trou s'allonge, se dilate. Ce n'est qu'un mur de séparation, aussi mince qu'une paroi de verre. Bientôt, elle sent le vide absorber toute la mèche. Elle vient de traverser le mur du con. La musique s'est arrêtée. Le chinois s'est tu. Sidéré peut-être, frémissant d'intrusion. Elle imagine sa stupeur, sourit presque de tant de facilité. Domino lui avait donné la consigne. Quand tu seras prête, à l'instant exact, choisis ta musique. Oublie de réfléchir. Pousse le volume à fond et claque la porte. Elle n'a rien oublié de ses instructions, a juste voulu les parfaire. Le trou, c'est son idée à elle, sa marque, un symbole, évidemment. Une percée dans le champ de sa conscience. Aujourd'hui, une minuscule canalisation explose, un filet d'air s'échappe. Comme un automate, indifférente et mécanique, Clara repose la perceuse, pivote d'un demi-tour et sort de la chambre. Dans le salon, devant sa chaîne hi-fi, choisit un CD de Didier Super, appuie sur play, pousse le volume à fond, se relève, va dans l'entrée, enfile un manteau, prend son sac et sort en claquant la porte. Elle dévale l'escalier lorsque plusieurs voix dans le couloir rebondissent de vociférations. Ça va être le bordel. Toute sa vie, à partir de cet instant-là, va être un bordel. Clara le sait. Domino a gagné. Clara, qui pète les plombs. Mais qui est ce Domino? Domino, c'est un personnage que Clara a rencontré. Une rencontre virtuelle. Un homme, une femme, un personnage, en tout cas, qui se cache derrière le monde virtuel d'Internet. Domino, c'est quelqu'un qui construit sa vie et qui cherche peut-être à construire aussi celle des autres. En tout cas, la rencontre entre Clara et Domino n'est pas des plus banales. C'est sans doute cette personne-là qui va aider Clara à sortir de sa triste condition de vie, toute simple, banale. Voilà, découvrons Domino. Il en était à 6855 pièces. La fresque recouvrait presque entièrement le sous-sol de la maison. 150 mètres carrés, 2 piliers centraux et une dalle en béton qu'il avait entièrement renivelée, mètre par mètre, parfois à 4 pattes. S'improviser maçon prenait du temps,
et fabriquait pas mal d'erreurs. Repeindre l'ensemble de bas en haut s'était avéré tout aussi délicat. Lisser le sol en évitant qu'un éclat de peinture ne fasse ricochet sur son parcours lui avait valu pas mal de sueur froide. La poussière était devenue son pire ennemi. L'escalier qui descendait à son home domino, son pire cauchemar. Il avait dû faire intervenir un spécialiste, créer un sas, poser une cloison coulissante qui fonctionnait avec une lenteur qui l'exaspérait autant qu'elle le rassurait. Le moindre courant d'air pouvait être fatal, le plus petit résidu, une catastrophe. Il n'avait pas les moyens, ni humains, ni techniques, des bâtisseurs. Il était loin de leur record et de leur suprématie. Son défi était autre, à taille humaine, purement égoïste. Les caméras de télévision ne pénétreraient jamais ici, ne filmeraient jamais sa cascade. Il n'en avait pas besoin. Il avait lui-même installé plusieurs caméscopes qui enregistraient chaque minute de construction. Quand il serait prêt, il la mettrait en ligne via son blog. Ses fidèles le relaieraient. Il toucherait alors plus de spectateurs que lors du dernier Domino Day de 2009. Il s'était découvert cette passion un an plus tôt, en surfant sur la toile. Un de ses fidèles avait relié une vidéo postée sur YouTube d'un amateur qui avait imaginé un parcours sur plusieurs tables de billard, de la belle esbrouffe. Ses premiers essais avec des carrés de sucre l'avaient aussitôt conquis. Il avait passé une nuit entière à aligner des lignes jusqu'à trouver l'équilibre parfait qui hisse la dédringolade en un art de toute beauté. Une chute fluide, lisse, qui avait tout de suite apparenté à la métaphore du papillon selon la théorie du chaos. À la différence près, essentielle, que l'on maîtrisait et la première impulsion et les conséquences. Rien n'est plus aléatoire qu'une chiquenaude. Il était bien placé pour le savoir. Sa vie avait basculé comme ça, 50 ans plus tôt. Il en avait perdu le contrôle sans jamais réussir à le reprendre. La chute des dominos qu'il avait réussi à maîtriser, nuit après nuit, d'après un script téléchargé sur Internet, l'avait sorti de son inertie. Enfin quelque chose qu'il pouvait maîtriser, structurer, contenir, qui obéissait à des règles que lui seul établissait. Une stratégie patiemment construite qu'aucun battement d'aile de papillon ne pouvait souffler. C'est pourquoi il avait érigé son home domino comme un sanctuaire dont lui seul détenait la clé. Sa puissance, pour autant, ne dépassait pas les 150 mètres carrés de son sous-sol. Ce qu'il avait conçu demandait une application plus grande, une incarnation humaine. Clara était devenue sa pièce maîtresse à la première connexion. Elle s'était elle-même affublée du pseudonyme Amib. L'occasion était trop belle, l'analogie évidente, l'expérience tentante. Il la transformerait malgré elle, patiemment, mot après mot, domino après domino, comme il s'était sauvé lui-même. Elle était à l'état brut, il en ferait une œuvre d'art. Et sa mère serait fière, il en était sûr. Clara était parfaite. Clara, domino. Clara disparaît. Clara disparaît de la circulation. Je ne vous laisserai pas sans, dirais-je, vous donner quelques indices. Non. En tout cas, Clara disparaît de la circulation. Cette circulation, c'est la circulation des âmes, je pense, à la fois dans l'esprit de Lou, mais également dans le cœur de ce roman. Cette circulation, c'est aussi la circulation des mots, M-O-T-S, pour guérir des mots, M-A-U-X. On retrouve aussi deux personnages, les concertistes, Pierre et Bastien, un flic, un privé, qui vont en fait se mettre à la recherche de Clara, et qui vont chercher à comprendre qui est cette femme, pourquoi elle a pété les plombs, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Ces concertistes sont aussi complices l'un et l'autre, avec une approche de la vie bien différente, et en même temps très complémentaire. On va pas te casser du pâte, hein? Ça serait dommage. Welcome. Donc ça c'est Brigitte, mais c'est ça. Comme ça elle est grillée. Elle est grillée. On va trouver une place. Et ça, c'est Pascal. Et Pascal, elle est
Alors les concertistes en fait enquêtent sur Clara. Voilà ce que tu nous en dis. Les concertistes se sentent coincés. Ils se sont quittés la veille dans un silence coupable, avec pour seul mot d'ordre « On attend demain ». Cette histoire les dépasse. Il leur faut rectifier le tir. Ce qui a débuté comme un jeu, diversion d'un instant, prend d'un coup une ampleur qu'ils n'ont pas imaginée. Ils ont dans les mains à la fois trop et pas assez d'indices. Trop pour s'arrêter là, et pas assez pour diligenter une enquête maison. Qu'est-ce qu'ils pourraient bien dire? On vous a pris pour des branques, on l'a joué solo, et maintenant on a besoin de vous. S'ils doivent continuer seuls, il leur faut tout de même y réfléchir à deux fois. La nuit était censée leur porter conseil, mais pour les deux compères, ce bon vieil adage s'était soldé par une insomnie carabinée. Bastien a posé une journée de congé, invoqué un problème personnel, ce qui ne somme toute pas très loin de la vérité. Il aurait dû lâcher Pierre, le laisser continuer. Il n'a pas pu s'y résoudre. Il a lu l'intégralité de ce que la Carpe a imprimé. A même mis sa Julie dans la confidence. Elle a été radicale. Ce n'est pas un simple pétage de plomb. Il y a beaucoup de souffrance derrière ça. Cette fille est en perdition, c'est évident. Un texte de Clara lui avait paru particulièrement préoccupant. Vous n'en saurez pas plus. Vous n'en saurez jamais plus. Vous allez rester en appétit. Alors ma chère Lou, tu m'as dit... Non, on ne dégage pas. C'est maintenant toi qui vas passer à la mouillette. Il me semble que tu m'as dit lors de nos échanges, on s'est quand même vu 2-3 fois, parce que bon, il fallait quand même un petit peu repérer les lieux, repérer l'auteur, la cerner. Et tu m'as dit plusieurs fois, en fait, lors de nos échanges, j'entre pas dans les codes d'écriture du policier. Je suis pas comme les autres. J'écris pas comme les autres. Et voilà. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer comment tu écris et pourquoi justement ça bouscule un peu les codes rédactionnels des romans policiers? Alors en fait, la littérature noire, elle s'écrit avec un plan. C'est-à-dire que quand on raconte un polar, normalement, on doit connaître et le début et la fin. Et entre le début et la fin, il doit y avoir un plan d'action. Et on connaît à peu près toutes les scènes de ce qui se passe. Et moi, j'écris pas du tout comme ça, j'écris à l'instant, en fait. Il me passe une image dans la tête et je commence à écrire et je crée un personnage et il m'emmène dans une histoire et petit à petit, je rebondis avec lui. Et en fait, vous allez lire ce livre comme je l'ai écrit, c'est-à-dire en découvrant chaque passage au moment où je les ai écrits. J'ai rien construit du tout, c'est les personnages, c'est l'histoire qui m'a emmené dans ce roman. Ça n'a pas du tout été construit ni pensé, alors qu'un polar, normalement, c'est totalement construit et maîtrisé du début à la fin. Voilà. Écriture instinctive. Ouais. Il y a très peu d'auteurs de polar qui font ça. Il y a Fred Vargas et 2-3 auteurs en France qui font ça, mais tous les auteurs de polar, normalement, écrivent un peu. Et je dirais, à la fois écriture instinctive et l'écriture... Oui, oui. Non, mais parce que je sais qu'elle, elle fait comme ça, c'est pour ça que je la cite, parce que je sais qu'elle, elle écrit de la même façon. Et on sent effectivement cette écriture un peu instinctive, et en même temps teintée de poésie. Et derrière tout ça, il y a quand même une construction. C'est-à-dire que tu as construit une intrigue, tu as élaboré en fait des personnages avec une psychologie qui est quand même profonde. Je veux dire que c'est pas superficiel la manière dont tu traites chacun de tes personnages. Et justement, j'aimerais que tu puisses nous dire comment est-ce que tu puises et dans quoi tu puises l'inspiration pour construire ces personnages. Qui sont tes sources d'inspiration? Ah bah voilà, vous êtes là. Voilà. Bah, je sais pas, tous les auteurs, c'est des grands prédateurs. Donc en fait, c'est vrai que je flâne beaucoup, je suis assez sociable, je pars avec les gens et en fait, je suis très prégnante et je me nourris de chacun et ça macère tout seul dans ma tête et à un moment, ça sort dans un personnage. Mais en fait, tout naît de mes rencontres et de ce que je vis dans la vie. Ça veut dire que les histoires sont fictives, mais tout part à base de réalité.
tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, c'est... Sera retenu contre vous. Voilà. Même s'il y a des gens ici qui ont bien raison de penser que j'ai une mémoire de Nemo et que j'en ai pas du tout pour créer mes personnages. Par contre, j'en ai beaucoup puisque je me nourris de vous en fait. Voilà. On va arrêter de te voir. Bah, je trouverai toujours quelqu'un à sucer. Je sens. JP rêve pas. Non, JP là-bas, il sourit. J'aimerais que... je voudrais que tu reviennes un petit peu sur le personnage de Clara, parce que moi c'est... de fait c'est le personnage central, vous l'avez compris. Tout est construit autour de sa vie. J'ai été très touché moi par cette personne-là, et puis en le lisant et en le relisant, je me disais, mais c'est quand même la personne qui se rapproche le plus de Lou, de ce que je connais de Lou, de ce qu'elle en laisse transparaître. Et je me suis dit, finalement, est-ce que l'écriture pour toi, c'est pas un peu un lieu d'introspection, une manière dont tu as relié ta vie, une manière dont tu as peut-être aussi, on va dire, est-ce que c'était une forme de thérapie? Enfin voilà, est-ce que ça dit quelque chose de ton parcours de femme? T'as tout faux. J'ai tout faux. Sur cette histoire-là, elle est totalement fictive. Alors elle est inspirée de personnes rencontrées, donc elle est inspirée d'histoires vraies. Ça veut dire que la trame, après j'ai extrapolé dans des scénarios forts, surtout sur la fin. Mais c'est pas du tout ma vie, Clara, c'est pas moi du tout, même si on a tous rêvé, j'ai rêvé de péter les plombs et j'ai souvent pété les plombs à certains moments, mais pas comme ça. Et non, c'est pas mon parcours du tout. S'il y a un personnage qui me ressemble, c'est sûrement pas Clara. D'accord. Pas dans ce livre-là. Alors en fait, moi quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit beaucoup sur ma vie, parce que c'est un peu un passage obligé quand on est auteur, de déverser et de se dégager de soi pour pouvoir aller trouver la fiction et écrire la fiction. Tant qu'on n'a pas écrit sur soi, on écrit toujours à partir de soi, donc il faut écrire sur soi pour se dégager de ça et pour pouvoir après être à l'écoute des autres choses et de l'imagination qui peut se créer. Sinon on parle que de soi, alors que dans ce livre il n'y a rien de moi. C'est-à-dire que quand tu as écrit ce roman, tu t'es complètement... J'ai été témoin de choses qui m'ont choqué, d'histoires, de choses que j'ai vécues par procuration avec des gens. Mais ça raconte pas mon histoire. Donc. Et donc tout élément subjectif, tu l'as délibérément écarté ou malgré tout, il y a des éléments qui sont revenus? Oui, mais pas dans le personnage de Clara. Si on me retrouvera, ce ne sera pas dans le personnage de Clara. Donc tu as réussi en fait mais à je ne cacher... saurais pas où. Mais évidemment qu'il y a des bouts de moi dedans, c'est obligé, parce que j'écris à partir de moi, mais ce ne sera pas Clara, en tout cas. En tout cas, Clara, c'est une femme qui se libère, je pense. Enfin, en tout cas, qui réussit à progressivement à ressortir des étaux, on va dire même des contraintes qui l'enserrent. En plus, c'est l'auteur qui s'y met. Est-ce que par là, pour toi, c'est pas une forme de revendication sur le statut de la femme actuelle dans notre société, ou un message? Est-ce que tu n'aurais pas quelque chose là-dessus Ce que j'ai voulu raconter, c'était l'histoire d'une femme qui se libère. Et en fait, c'est pas une revendication, c'est chacun y trouvera le message qu'il veut pour lui. En fait, cette femme est en quête de vérité, parce qu'elle a un lourd passé avec un gros secret, et c'est ce passé et ce secret qui lui explose à la tête, et c'est pour ça qu'elle pète les plombs. Et en fait, l'idée du roman, c'est ça, c'est aller vers sa vérité et être au plus près de soi. Et le fait d'aller vers sa vérité nous oblige forcément à passer par un pétage de plomb? Dans le cas de Clara, oui, parce qu'il fallait que ce soit un polar et que ce soit dans un cadre un peu romanesque fort. Voilà, mais ça aurait été un roman littérature blanche, ça aurait pas fait les mêmes choses. Mais l'idée, c'était ça. C'était mettre en évidence les dangers d'Internet et du virtuel. Bon, on n'a pas parlé, mais dans le livre, c'est quand même beaucoup ça. Ce qui se passe entre les gens qui vont sur Internet et qui se font des films et qui rencontrent des gens, et ça peut être, à quel point ça peut être dangereux. Il y avait une mise en garde à ce niveau-là. Et ça raconte aussi l'histoire d'une femme à qui un passé est révélé et qui pète les plombs et qui cherche la vérité. Et cette vérité, elle passe par des choses assez dramatiques. Et pourtant, toi, en tant qu'auteur, aujourd'hui, tu travailles beaucoup avec Internet? Et j'ai été beaucoup sur Internet pour puiser là.
Oui. Ça a été une de tes sources d'inspiration. J'ai beaucoup surfé sur des sites pas clairs, ouais. Pas clair. Pas clair. C'était pas Clara, mais c'était pas clair. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle Clara. Clara. Ce que j'ai remarqué aussi, enfin, dans ton style d'écriture, alors c'est vraiment, pour le coup, c'est quelque chose de très fluide. Tu m'as dit, bah tiens, pour une fois, c'est un regard d'homme sur mon écriture. C'est vrai qu'il y a effectivement une part très féminine, mais une écriture très fluide, avec une force poétique. On le ressent, bon, peut-être que vous l'avez entendu, en tout cas dans le premier passage. Les éléments naturels y ont une place quand même assez importante. Et tu utilises un certain nombre de, comment dirais-je, d'images, un vocabulaire qui est quand même largement puisé dans la poésie. Est-ce que tu pourrais en fait nous en dire un peu plus sur cette source d'influence? Il me semble que dans ton parcours, c'est quelque chose qui a été marquant. Parce que comme tous les auteurs, je pense que quand j'avais 10 ans, je commençais à écrire mes premiers poèmes. Après, j'ai écrit des romans de littérature blanche, et c'est de la littérature plus que du polar. Le polar, ça se construit pas pareil, ça s'écrit pas de la même façon. Et moi, j'ai écrit, avant d'écrire ce polar, j'ai écrit 10 romans. Donc les romans, c'est de la littérature, et je pense que je suis imprégnée de ça. Donc même si je construis une histoire qui est sur du polar, je viens de l'écriture blanche, et qui est une écriture plus imagée, plus psychologique, plus introspective, et qui est moins dans les codes du polar. Et qu'est-ce qui t'a amené vers le polar, justement? Ah ben ça c'est... Qu'est-ce qui m'a amené vers le polar? C'est que la littérature blanche marchait pas. Voilà, j'ai écrit 10 bouquins et je me suis fait fermer 10 fois la porte, et j'ai dit à polar, on va essayer, et il se trouve que les portes s'ouvrent un peu plus. Donc peut-être j'ai eu raison, je sais pas. On verra. Et le prochain, donc ça sera une littérature blanche, comme tu l'as Ça sera fait. la suite des flics. Ils auront une autre enquête. J'aime beaucoup mes personnages de flics, et je pense que je vais leur donner une autre enquête. Les mêmes? Les mêmes flics. Ah d'accord. Clara sera plus là. Tu sais, je suis un peu ignorante, j'ai beaucoup lu depuis toute petite, mais qu'est-ce que c'est la littérature blanche? Ben, c'est les Je romans. connais La Voix Blanche. La littérature noire, c'est les polars, Voilà. les thrillers, voilà. Et la littérature blanche, c'est les romans. Les romans, toutes Les sortes de romans, romans. oui, toutes sortes de romans. D'accord, ben j'avais quelque chose. Hein? Les nouvelles, c'est quoi? C'est Ben, ça dépend. Ça peut être des nouvelles littérature noire, c'est du polar. Et si c'est des nouvelles qui racontent des histoires de vie normales, c'est de la littérature blanche. D'accord, ben j'apprends quelque chose. Et je pense qu'on peut aussi découvrir un petit peu une partie de ton écriture sur ton blog. Ouais. Une partie cachée. Faut que je le ferme celui-là. Alors allez-y vite avant que le ferme. Parce que dedans, il n'y a que des très vieux textes. Et qu'aujourd'hui j'ai écrit autrement, et que quand on regarde en arrière, on trouve toujours que c'est très mauvais. Ah oui, Ouais, ça, c'est- c'est clair qu'un auteur, dès lors qu'il regarde ses anciens textes, il dit c'est de la merde. Voilà. Voilà. Déjà celui-là, c'est presque de la merde. Non. Mais parce que je suis déjà partie dans le prochain. Surtout pas. Non mais voilà, dès qu'on a fini un truc, en fait c'est mauvais, et on passe à autre chose, et on pense qu'on va faire mieux. Et on croit qu'on fait mieux, hein. Je crois toujours que le prochain, enfin que celui que je viens de finir est mieux que celui d'avant. Et alors quand je regarde très loin en arrière, c'est catastrophique. Peut-être que certaines d'entre vous ont aussi des questions à poser à notre vénérable auteur. Vénérable, tu dois. Faut pas hésiter, hein. Faut pas être timide. Hein. Non? Oula. Il y en avait qui a dit qui est là, Ah oui, Martine, ben voilà, t'avais dit, il y en a qui avaient des Marie-France, questions, s'il te plaît, même là. pas, elles ont plus, ça y est, j'aurais coupé l'air sous les Pascal. pieds. Moi, je veux savoir comment tu écris. Si tu écris rapidement, si tu te relis beaucoup, ou si, voilà, les choses... Non, j'ai écrit à l'instinct, donc je peux écrire 10 pages comme une page en une journée, ça dépend de comment je suis à ce moment-là. Mais en fait, il y a un temps de macération dans l'esprit qui est très long. C'est-à-dire que là, on pense que depuis 3 mois, je fais rien, mais c'est pas vrai en fait. Je m'imprègne, ça tourne dans ma tête, les mots se forment, les images se forment, et après, quand je vais sur le papier ou sur l'ordinateur, j'écris. Et puis après, il y a autre chose qui se passe, et je réécris, et à chaque fois que je réécris un bout, je retourne sur le texte d'avant, et je le réécris. Donc, en fait, il est travaillé, à chaque fois que j'écris un nouveau passage, les textes précédents sont travaillés, retravaillés à chaque fois. Donc, ils sont retravaillés énormément de fois.
Est-ce que ça veut dire que tu es habité par une idée, par quelque chose? Quand j'ai commencé d'écrire, oui. Quand tu commences à écrire, oui, tu es habité. Avant, je suis habitée, mais d'une façon floue. Ça veut dire que tout ce que je vois, je me dis tiens, ça va dedans, ou je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça se positionne dans ma tête et je sais que ça va servir. Et une fois que je suis dans l'écriture, là, je suis continuellement habitée. Et tu prends des notes quand tu es dans ce moment? Ouais, je prends bien des notes. Quand tu rencontres des gens, tu prends des notes? Non. Elle enregistre. Elle a des enregistres. Ton cerveau, il enregistre facilement. Ben, paradoxalement, j'ai pas du tout de mémoire. Il y a des gens ici qui doivent le prouver, mais pour ça, oui, c'est pas que j'enregistre, je sais pas comment ça se passe, c'est vraiment inconscient. En tout cas, tu écoutes l'autre pour pouvoir. Oui, mais à un moment donné, ça, et puis j'oublie, et puis ça travaille dans ma tête, et à un moment donné, ça sort, et je me dis, tiens, c'est ça qui sort. Et puis après, j'écris un autre truc, c'est ça qui sort, et puis à un moment donné, j'ai dit passage, et je me dis, bah tiens, ça se fait ensemble, et si j'en mets un avant et un après, et bah tiens, ça fait l'histoire. C'est pour ça que je dis que j'écris à l'instinct et pas du tout construit. C'est mon inconscient qui fait la construction, en fait. Ça veut dire que tu n'écris pas forcément dans l'ordre? Non. Non, j'écris pas dans l'ordre. Quand c'est un film. J'écris pas dans l'ordre, mais en même temps, chaque fois que j'écris, après ça s'agence tout seul. Quand j'écris, la place se trouve. Ça veut dire que c'est mon inconscient. Il y a une part que je maîtrise pas. Dans la tête. Oui, mais que je maîtrise pas. Et donc tu n'as pas de rituel d'écriture? Non, j'ai pas de rituel. Non. C'est toi là? Vieux fou. Salut. On en était aux questions, t'as loupé à peu près tout, mais c'est pas grave, tu peux t'asseoir quand même. Je suis pas tout seul, donc... Pas grave. Deux? Mais il y a peut-être de la place. Au niveau de ton écriture, alors tu disais oui, j'écris à l'instinct, hein, et en même temps, en fait, le policier, c'est quand même quelque chose de très construit, très scénarisé, très codifié, puis on le sent à la lecture en fait de l'ouvrage. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un moment où tu vas forcément, après avoir posé toutes tes idées en vrac, ordonner un peu ton texte. Oui, mais ça ordonne au fur et à mesure en fait. Mais c'est pas moi qui le fais. Ça veut Moi dire que j'écris des passages et puis je me rends compte que les passages ils se suivent, ou ils s'imbriquent et que ce personnage ne l'attendait pas mais il arrive à un moment donné et il donne une indication. Et je maîtrise rien à ce niveau-là, c'est vraiment mon inconscient. tu es dans un lâcher-prise total. J'écris. Et je me rends compte qu'après ça fonctionne. Je sais pas pourquoi, ça je peux pas le dire, je peux pas expliquer pourquoi. Est-ce que tu es déjà écrit sur des textes plus courts ou, Ah, j'ai écrit 3 recueils de nouvelles. Oui. Et sur les textes plus courts, tu fonctionnes de la même manière? Les textes plus courts, c'est pareil. On écrit un début et on arrive à la fin. Mais je maîtrise pas je peux pas vous expliquer comment j'écris. Et le fait là justement d'écrire la suite. C'est pas que j'écris la suite, c'est que j'ai deux flics qui me plaisent beaucoup. Ah ouais. Et j'ai envie de leur donner une autre enquête. En fait, c'est pas la suite, c'est juste que je remets 2 protagonistes en action. Que je choisis parce que je les aime bien. Te donner un cadre. Le seul cadre, c'est qu'eux, ils vont avoir une enquête. Ah oui, mais c'est quand même 2 personnages. Mais eux, ils existent déjà. Après, un jour, quand j'écrivais ce polar à la fin, j'ai rencontré un personnage qui s'appelait Gédéon. Et ce prénom-là m'a donné la trame de la prochaine histoire. Mais juste un prénom. Je sais juste le prénom du personnage. Et après, j'ai eu un autre prénom, et voilà, ça commence comme ça en fait. Des fois, c'est un prénom, des fois, c'est un lieu, des fois, c'est une situation. Et ce que je veux dire, c'est que là, en fait, je n'ai pas encore lu le texte sur écran, mais bientôt sur papier, oui. Mais le fait d'avoir déjà construit 2 personnages, tu as quand même des embryons de psychologie des personnages, donc tu vas les reprendre et tu vas les oui, mais eux, libérer, ils sont juste le faire valoir du personnage qui va être en demande en fait. Eux, c'est les flics, donc de toute façon, ils sont campés, ils sont flics, ils vont intervenir avec leurs caractéristiques propres, mais c'est ce qui va être important, c'est le personnage sur lequel ils vont enquêter en fait. L'intrigue, je ne sais pas encore exactement comment ça va. Je ne dirai pas parce que... Tu as
Aujourd'hui, est-ce que tu travailles en relation avec d'autres auteurs? Est-ce que tu travailles avec... enfin bon, je sais qu'il existe maintenant des forums sur Internet, on en parlait tout à l'heure, mais il y a des plateformes d'échange avec certains auteurs ou... Non, je travaille seul. Tu travailles seul? Oui. Et Je m'ermite. M' ermite. Du verbe mermiter qui n'existe pas, que je vous invente ce soir. d'accord. À ce moment-là, je m'ermite. Donc en fait, tu es une mermiteuse inconditionnelle. Et en fait, maintenant, par rapport à la littérature blanche, comment tu te sens par rapport au fait d'écrire des policiers et puis la littérature blanche, tu penses que tu peux switcher? Ah non, c'est super intéressant parce qu'en fait, je me suis aperçue avec la littérature blanche que tu peux... Enfin, moi, ça m'a lâché dans une certaine forme d'écriture et dans l'extrapolation et d'aller dans des registres où j'aurais jamais été en littérature blanche. D'accord. J'étais plus inhibée, j'avais plus de peur, je ne voulais pas dépasser certaines limites en littérature blanche, que je me permets largement Tu te sens plus libre en fait, parce que dans le polar. genre il prête et que donc tu dis que tu peux écrire tout et n'importe quoi et pousser des personnages à fond. Donc là, ça paraît un peu trash, mais je pense que le prochain il va l'être encore plus. Ouais, donc tu te sens beaucoup... En fait, tu te sens beaucoup plus libre. Non, c'est pas donné au moment. Attention, interdit au plus de... Je sais pas encore, hein, je sais pas, mais c'est vrai ça m'a donné une grande liberté, En fait, plus grande liberté que dans tes personnages. Ouais, Parce que peut-être moins concerné aussi. totalement pas concerné. Voilà. Et ça te lève plein de barrières et tu peux faire ce que tu veux avec eux. Et en fait, t'as même pas à faire, c'est eux qui te disent ce qu'ils vont faire. Moi, je les écoute beaucoup, c'est eux qui me parlent, parce que je maîtrise pas. Tu t'es essayé déjà d'autres genres en littérature je pense par exemple, parce que c'est vrai que finalement, avec le policier, on peut facilement s'orienter vers des choses beaucoup plus séquencées. Moi je pense au théâtre, je pense au scénario de film. Moi j'y pensais à l'instant d'ailleurs. Est-ce que c'est des choses qui te tentent aujourd'hui ou, Théâtre, j'ai écrit une pièce de théâtre il y a longtemps, mais alors franchement je la donnerai jamais à lire. Et même si on assistait un peu même si j'assistais beaucoup, ou alors il faudrait que je le retravaille longtemps. J'étais vraiment jeune. Et le polar là, il a été scénarisé, il est écrit en scénario. Ah, scénarisé par toi? Oui, j'ai fait une formation de scénariste et j'ai mis la version du polar en scénario. Ah, d'accord. Ah, mais alors c'est un squelette, c'est pas du tout un projet abouti. Il y a un scénariste ici qui l'a lu qui peut en témoigner. C'est un vrai squelette, ça veut dire qu'il manque plein de choses, mais le squelette est là. Ça pourrait faire un scénario de film. Donc il nous reste à attendre que le squelette sorte du placard. Et on a rencontré le réalisateur Puffaut. Ouais, on va déjà essayer de sortir le bouquin. Actualité littéraire pour vous, madame? Comment ça, actualité littéraire? On est là ce soir. Je crois que vous participez bientôt à vos prochains rendez-vous littéraires, s'il vous plaît. Le prochain rendez-vous littéraire se passe le 31 août, c'est ça? Oui, par Voilà. exemple. Il y a un grand salon qui est organisé par Gonzague-Saint-Brice tous les ans à Tours, qui s'appelle la Forêt des Livres. Il y a 250 auteurs, des éditeurs, des agents de presse, enfin tout le tralala. Et une bonne amie qui m'aime bien et qui veut m'aider m'a positionné sur le salon, donc je serai au salon là-bas. Et avec JP qui essaiera d'aller dénicher l'éditeur enthousiaste qui voudra bien faire un pas de plus avec moi dans l'aventure. Voilà. Après, il n'y a pas d'autre chose pour l'instant, je pense. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Ouais, moi, il y a le thème entre l'humain et le virtuel, parce qu'apparemment c'est le cas. Là, tout est basé là-dessus. Et ça, en fait, nous, on est des générations qui avons suffisamment de recul parce qu'on est arrivé après l'explosion d'Internet et du virtuel, finalement. Moi, je sais pas, j'ai 38 aujourd'hui, Internet, les forums et les premières, pas dérives, mais enfin les premières histoires liées à Internet qui nous échappaient complètement, parce que c'est une espèce, c'est vrai que ce monde-là est un monde en quelque sorte parallèle. Moi m'échappe complètement, mais par exemple des ados aujourd'hui
pour en avoir côtoyé comme ça quelques-uns, sont complètement baignés dès leur plus jeune âge en fait dans cette bulle-là, à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers d'autres forums que nous, même adultes, ne connaissons pas. Et je me demandais qu'un livre comme le tien, si justement, à partir de quel âge un ado pourrait très bien le lire pour comprendre peut-être ce danger dont tu semblais parler tout à l'heure, c'est-à-dire des limites que, je dirais intellectuelles d'un ado, ou peut-être pas un enfant, mais enfin un ado, quand il commence à apprendre l'apprentissage à la fois du polar et mais avec ce fond un peu de côté virtuel. Je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais par exemple dire à un ado aujourd'hui quand tu présentes ton livre en disant voilà. Ah oui, parce que le thème, l'idée centrale du livre au départ c'était aussi ça, c'était de dire attention, cette femme elle est seule, elle va sur internet, elle surfe et elle tombe sur un personnage qui n'est pas forcément bon. Recommandable. Voilà, l'histoire elle est partie de là, mais qu'est-ce que je dirais à un ado? Je ne sais pas, j'ai pas d'ado. Ouais, je suis emmerdée, je sais même pas si c'est un livre d'ado, je sais pas pour ceux qui l'ont lu ce qu'ils en pensent. Voilà, une maman qui peut dire que ce n'est pas un livre d'ado. Mais par contre, il existe des livres pour ados qui parlent de ça. Sujet, mais sur des... Donc toi, ça s'adresse plutôt à... C'est un public adulte. Public adulte. Il y a des scènes à la fin qui ne sont pas données à des 14-15 ans. Quoi. Non. On est d'accord? On est d'accord. Aujourd'hui, mais dans 20 ans, ce sera ah ben dans 20 ans, ça sera dépassé peut-être. Non, je pense pas, parce que après c'est la vraie vie. Je pense que ce soit du virtuel ou de la violence, ouais. Je pense qu'il y a... Non, c'est un livre d'adulte. Franchement, c'est un livre d'adulte. capable de prendre du recul et voilà, se dire que c'est un livre. Il y a quelques scènes où c'est vraiment un livre d'adulte. Donc cette question en fait virtuel humain, on se la pose nous, mais je suis très certain que dans 10 ans c'est une question qui sera complètement banalisée, voire anachronique. On est dans un monde qui est de plus en plus connecté, et on se glisse en fait dans cette espèce de connexion globale. À la limite, voilà, c'est que, et je pense que la littérature elle va suivre aussi ce mouvement-là. Bon, c'est vrai qu'on est encore dans le format papier, mais de plus en plus de personnes maintenant vont lire sur des iPads ou sur des sites virtuels. C'est vrai que c'est un mode d'expression qui est en train de révolutionner, qui est en train de aussi bousculer nos habitudes. Alors, notre génération, je pense qu'on est un petit peu le cul entre deux chaises. 62 ans. Voilà. Mais le livre, pour moi, c'est quelque chose de sensuel quand même. Ils sont pris tous. Lâche-toi. Non, mais relire un vieux livre, pas joli. Non, mais je te jure, moi aussi. Hein, et pourtant, livre pas joli. Le fait d'avoir commencé justement par publier avec le principe virtuel, est-ce que pour toi c'était un handicap ou Pour moi, ça l'est. C'était pas. Ça fait 10 ans que j'essaye de me battre autrement, mais j'y arrive pas. Et j'ai pris ce biais-là parce que c'est quelque chose qui est en train de. Voilà, aux États-Unis, c'est très courant. Ça se fait beaucoup. En France, on est très traditionnaliste et donc les éditeurs, ils ont beaucoup de mal avec ça. Mais ça arrive doucement et c'est un moyen de se faire connaître. C'est tout. J'ai une montagne à monter qui est de trouver un éditeur. Il y a plusieurs chemins pour aller en haut d'un sommet. Et ben, j'ai pris ce chemin-là en fait. Parce que les autres chemins que j'ai pris jusqu'à maintenant ça ne marche pas et là il se trouve qu'il y a des choses qui s'ouvrent donc pourquoi pas. On verra jusqu'où ça va. Et si c'est pas sur ce bouquin que c'est le prochain, c'est pas très grave. L'important c'est que les choses démarquent et portes s'ouvrent quoi. Là tu as une trentaine de messagers devant toi pour qu'une porte puisse s'ouvrir. Oui. Et ça va être l'occasion. Ça veut dire que dedans le livre il y a une petite notice qui dit écrivez un commentaire s'il vous plaît. C'est super important pour l'éditeur, c'est ce qui va faire que la différence en fait. Sur tous les livres qui sont sur Bookstory, plus il y aura de commentaires, plus mon éditeur il pourra aller voir des vrais éditeurs et dire voilà, ça fait buzz, il y a des commentaires, lisez les commentaires. Mettez pas du tu, faites comme si vous ne me connaissez pas. Voilà, juste pour que ça fonctionne. Bah, après, mettez ce que vous ressentez, si c'est pas bon, si vous n'avez pas aimé ou s'il y a un truc qui vous choque, vous pouvez le dire. L'important c'est de faire le buzz. L'important c'est de faire le buzz et qu'il y ait beaucoup de commentaires, que les éditeurs sachent à quoi s'en tenir quand ils vont dessus. Voilà l'émission qui nous sont confiées ce soir. La fiche de lecture. Fiche de lecture. Non, pas fiche de lecture, un petit commentaire. Quoi. Petit commentaire. Vous avez aimé ou pas et pourquoi. En fait, vous inventez chacun 15 pseudos
Non, 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 on triche pas. Et vous allez sur, Non, non, sur Book je Story. suis pas comme ça. Il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il ne peut pas plus près là. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir vous procurer ce livre pour la très modique somme de 12 €. Donc vous pouvez régler en espèces ou par chèque à l'ordre de Book Story. Oui, je ne touche rien, je vous le dis tout de suite. L'auteur ne touche absolument rien. Tout va chez Book Story. Elle sera ravie de vous dédicacer ce document. Et moi, j'aimerais terminer en fait en disant une belle chose sur Lou. Parce que je crois que Lou est une belle âme. Et c'est une belle personne. Et je pense que ben voilà, ce premier pas, en tout cas, vers le succès littéraire, t'emmènera vers en tout cas des hauts sommets. Et j'aimerais qu'on t'encourage très fortement. Merci. Bravo à toi. Maintenant, au travail. Non, je vais juste rajouter que je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup de faire partie de cette aventure, d'être là ce soir. Alors comme je le disais au tout début, il y a des amis de 25 ans qui sont là depuis le début, qui ont tapé mes premiers textes, qui me soutiennent dans toutes mes galères, qui m'hébergent quand je suis à la rue, qui suivent tous mes rebondissements. Et puis il y a les nouveaux, il y a ceux qui sont à moitié, il y a les nouveaux qui sont là tout jeunes et qui tous, comme même toi, je te connais de 2 mois, étaient là à faire ça avec moi ce soir. 2 mois ouais. Voilà, et en fait, mon parcours, il est joncé de belles rencontres avec plein de gens qui me tendent souvent la main. Et c'est aussi pour ça que j'ai une vie riche et que j'ai pu faire tout ce que j'ai fait dans ma vie. Donc merci à tous d'être là. Merci Ouais, beaucoup. Allez, moi je vais la prendre. Toi, tu fais la preuve, ça? Je vais faire pipi. Toi, tu peux aller faire pipi là-haut. Hein.